Bonjour chers élèves, bienvenue dans l'univers de la langue et de la littérature française. Aujourd'hui, ma mission est de vous présenter un grand écrivain français du début du XXe siècle, Anatole France. Et l'un de ses textes mémorables est censé vous rappeler le charme et l'émotion de la rentrée scolaire. C'est un texte d'ailleurs que j'ai étudié quand j'avais votre âge, même un peu plus jeune, et que je vous propose pour notre première rencontre d'aujourd'hui sur la chaîne de télévision scolaire Telescola Vasluian. Pour le début, j'ai fixé les objectifs de notre leçon. Alors, les repères principaux de l'œuvre et de la vie d'Anatole France, suivi par la présentation du texte intitulé La rentrée des classes, tiré du livre de mon ami, et à la fin, le devoir pour la prochaine fois. Commençons maintenant par un petit film que j'ai découvert avec émotion, et c'est la même émotion que je voudrais vous transmettre par le biais de ces images qui surprennent la figure d'Anatole France au moment de la festivité des prix Nobel le 10 décembre 1921. Et voilà cette foule. Et voilà, j'arrête ici un petit peu. Le, le premier plan représente le maître de la littérature française, Anatole France. Il a reçu alors le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre littéraire. Et vous observez la foule, vous observez l'émotion, l'état d'esprit de la foule. Et il y a un siècle, voilà, il y a un siècle que ce film a été tourné à Stockholm. Je le fais passer. Voilà. Maintenant, vous savez déjà qu'Anatole France a été lauréat du plus grand prix mondial de littérature, le Nobel. Et maintenant, passons à la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui, pour la biographie d'Anatole France. Je l'ai illustrée au début avec une citation qui représente le mieux l'esprit classique, l'esprit qui aime la rigueur de l'Antiquité, de ce grand écrivain français qui dit un dictionnaire, c'est tout l'univers dans l'ordre alphabétique. Passons. Anatole France est né le 16 avril 1844 à Paris, mort le 12 octobre 1924, écrivain français considéré comme le plus grand auteur français du début du XXe pour la majesté et l'élégance musicale de son style, élu à l'Académie française en 1996 et, comme vous l'avez déjà vu, comme vous l'avez déjà remarqué, il a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1921. C'est la plus grande reconnaissance de la valeur de son œuvre qu'il a reçue durant sa vie. Son vrai nom, François Anatole Thibault, dit Anatole France, fils de libraire, essentiellement autodidacte, littérateur précoce. Il a produit ses premiers textes dans son adolescence et s'est introduit dans les milieux érudits et bibliophiles de Paris en se mêlant aux poètes de l'école parnassienne. Ses premiers ouvrages sont une étude sur Alfred de Vigny en 1868 et puis ses poèmes dorés de 1873 dédiés à le comte de Lille, suivi par un drame en vers à la manière antique qu'il aimait tant, intitulé Les Noces corinthiennes de 1876.
Qu'est-ce que c'est que le Parnasse? Ouvrons des parenthèses pour expliquer le mot. Le Parnasse désignait l'ensemble des poètes en France et était inspiré par l'Antiquité grecque. Le mont Parnasse était un mont dédié, un mont sacré dédié euh, à Apollon. Et bien sûr, il était considéré un lieu sacré des Muses. C'était la montagne des Muses. Et il est devenu en France le séjour symbolique des poètes. Les Parnassiens les plus célèbres dans la littérature française sont le comte de Lille, considéré tête de file du mouvement, et puis Sully Prudhomme, Hérédia, Copé, Ménard, les Parnassiens stricto sensu, Paul Bourget et Anatole France, notre Anatole France, dont on parle dans la leçon d'aujourd'hui, et les grands poètes associés, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam. Le Parnasse, alors, c'est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe. Le mouvement tire son nom d'un recueil poétique, Le Parnasse contemporain, publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemaire. Le terme désigne la poésie en général et les poètes. Alors Parnasse ne se réfère pas seulement à ce mouvement. Il apparaît en réaction au lyrisme subjectif et sentimental du romantisme, ayant comme principe la valorisation de l'art poétique, l'impersonnalité, le rejet de l'engagement social ou politique, et imposant comme slogan l'art pour l'art de Théophile Gautier, considéré comme précurseur de ce courant littéraire. Au centre de ce mouvement, c'est l'idée que le travail du poète, l'écriture de la poésie, c'est un travail acharné et minutieux de l'artiste, comparé souvent à un sculpteur des mots qui doit produire des œuvres qui résistent comme les sculptures. Et en fait, les poésies sont appelées par les Parnassiens la matière poétique. Puis, Épicure, un philosophe qui a beaucoup inspiré Anatole France dans son œuvre, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère. Il est le chef de file de l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité. Dans sa philosophie, il soutient que tout ce qui existe est composé d'atomes indivisibles qui forment aléatoirement des agrégats de matière. L'âme humaine en général serait un de ces agrégats d'atomes et non une entité spirituelle. En éthique, le philosophe Épicure défend l'idée que le souverain bien est le plaisir, passant avant toute chose par l'absence de douleur. En logique, Épicure considère que la sensation est à l'origine de toute connaissance, annonçant de cette façon l'empirisme. Repassons à Anatole France. La reconnaissance du grand public arrive pour Anatole France quand il se dédie à la prose narrative. Il écrit deux nouvelles appréciées, Jocaste et le chant maigre, publiées en 1879. Et son premier grand succès a été le roman Le crime de Sylvestre Bonnard,
qui a remporté un vrai succès. Le style utilisé qui caractérisera ensuite l'ensemble de l'œuvre d'Anatole France est d'une ironie sanglante, un style délicat, subtil, qui révèle d'un humanisme sincère, qui devient, comme je vous ai déjà précisé, la marque caractéristique de l'œuvre d'Anatole France. Sur le plan personnel, en 1893, Anatole France se lie avec Madame Armande de Caillavet, qui lui inspire une réelle ardeur créatrice et assure par ses relations la promotion de son œuvre. Parmi les œuvres parues dans cette période, on mentionne la vie littéraire et les romans Balthazar, Thaïs, le Lys rouge, récit autobiographique qui lui est inspiré directement par Madame Armande de Caillavet, le jardin d'Épicure. Il écrit également des contes, des contes qui sont ramassés, qui font partie de deux recueils intitulés L'étude de Nacre et le puits de Sainte-Claire. Il est un intellectuel engagé, contrairement disons, à l'art poétique des Parnassiens. Il écrit un vaste cycle romanesque intitulé Histoire contemporaine. L'histoire contemporaine regroupe sous la forme d'une conversation entre différents personnages de provinces diverses, analyses des faits contemporains, contenant surtout un compte-rendu sévère des effets néfastes de l'affaire Dreyfus sur la vie française. Je mentionne les ouvrages L'Orme du Mai, Le mannequin d'Osier, L'anneau d'améthyste, Monsieur Bergeret à Paris. Anatole France lui-même a pris parti comme Émile Zola, auteur du fameux J'accuse, et comme Marcel Proust, à la réhabilitation du capitaine Dreyfus, qui sera le sujet d'une autre rencontre que nous organiserons pour la civilisation française. Je mentionne seulement que l'affaire Dreyfus est une crise politique majeure de la Troisième République française qui a marqué la vie de la France de 1896 à 1899, divisant profondément l'opinion publique, la scindant en deux camps antagonistes, s'opposant au sujet de la culpabilité ou de l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus, condamné à tort pour espionnage au profit de l'Allemagne. Au-delà du scandale judiciaire, cette affaire a été un puissant révélateur des clivages profonds, idéologiques et politiques de la France d'avant 1914. Elle en a en grande partie déterminé la représentation de l'esprit républicain français de l'époque. Cette affaire a été souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État, restant l'un des exemples les plus marquants de l'erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique, à côté des personnalités qui s'y sont impliquées. Continuons avec Anatole France. Malgré les prises de position relativement progressistes, avant-gardistes, socialistes qu'il a eues sur le plan social, il demeure sur le plan littéraire très fidèle au goût classique. Parmi les ouvrages qui montrent très bien
ses préoccupations sociales, parallèlement à son éloquence classique, ressortent des romans tels L'île des pingouins, La révolte des anges, Les dieux ont soif, et puis opinion sociale, l'Église et la République, Sur la pierre blanche, Vers des temps meilleurs, les romans tardifs Au petit bonheur, Pierre Nozière, que vous pouvez inclure dans vos lectures de cette année scolaire, les contes de Jacques Tournebroche et le génie latin. Comme je vous ai déjà précisé, Anatole France a été élu à l'Académie française en 1896 et a reçu le prix Nobel de littérature en 1921. Il s'est retiré du monde littéraire après la Première Guerre mondiale et il s'est éteint près de Tours le 12 octobre 1924. Et voilà, maintenant on peut passer au texte que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Je vais choisir le manuel que je vous ai donné par un lien que j'ai téléchargé sur mon Drive et que vous pouvez retrouver également dans le campus virtuel. La rentrée des classes. D'après Anatole France, le livre de mon ami. Je vais vous dire ce que je m'excuse. Je vais vous dire ce que me rappelle tous les ans le ciel agité de l'automne et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans ses poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre. C'est l'ombre de moi que j'étais il y a 25 ans. Vraiment, il m'intéresse, ce petit. Quand il existait, je ne me souciais guère de lui, mais maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien. Il était bien étourdi, mais il ne l'était pas toujours. Et puis, il n'était pas méchant, et je dois lui rendre cette justice, qu'il ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. C'est pourquoi je le regrette, et mon esprit s'amuse à ranimer son souvenir. Il y a 25 ans, à pareille époque, il traversait avant 8 heures ce beau jardin pour aller en classe. Il avait le cœur un peu serré. C'était la rentrée. Pourtant, il trottait, ses livres sur son dos et sa toupie dans sa poche. L'idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de choses à dire et à entendre. Et puis, c'est si bon de retrouver des camarades. C'est ainsi qu'il traversait le Luxembourg, dans l'air frais du matin. Tout ce qu'il voyait alors, je le vois aujourd'hui. C'est le même ciel et la même terre, puis seul n'est plus. C'est pourquoi, à mesure que je vieillis, je m'intéresse de plus en plus à la rentrée des classes. Oh, le beau texte. Je le reprends pour vous dévoiler les secrets, les petits secrets des mots et des expressions. En même temps, je vais faire appel au tableau interactif où je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ce tableau blanc par le biais de notre campus virtuel. Il y a là, dans le menu qui se trouve en haut de la page, le lien vers ce tableau blanc. Je vais vous dire, je vous rappelle que ce temps verbal que nous allons reprendre
à notre tour la prochaine fois, c'est le futur proche. Alors, euh, on le traduit en roumain plutôt par futur populaire, o să vă spun, o să vă povestesc, c'est dans ce sens, ce que me rappelle tous les ans. Tous les ans, ça veut dire chaque année. Le ciel agité de l'automne et les feuilles qui jaunissent, jaunir, c'est un verbe du deuxième groupe, dans les arbres qui frissonnent, frissonner, le frisson, voilà, a tremurat, trembler, voilà un synonyme. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre. Luxembourg, il s'agit du jardin du Luxembourg qui se trouve au beau milieu de la capitale française, devant l'entrée du Louvre et qui a les Champs-Élysées, toujours, et il est placé entre cette avenue des Champs-Élysées et le Louvre. Le jardin euh, qui est, disons, un lieu de promenade favori des Français. Alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais. Jamais, niciodată en roumain, car c'est le temps où la feuille, c'est un mot à plusieurs sens. Donc, c'est la feuille de papier, la feuille sur laquelle on écrit, et la feuille des arbres, la feuille qui tombe en automne, les feuilles qui tombent en automne, une à une sur les blanches épaules, les épaules, bon, des statues. Là, c'est une très belle image que l'écrivain nous offre. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme. Le petit bonhomme, un petit homme, alors, en roumain, ça peut être un omuleț qui les mains dans ses poches. Les mains, c'est pas avec les mains dans ses poches, les mains dans ses poches, les mains introduites dans ses poches. Et sa gipsière, son cartable, son sac au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau, sautiller. Donc, allons prendre notre écran parce qu'on a le tableau interactif. Continuons l'étude de ce beau texte. Alors, je vais vous dire, il s'agit là d'une structure du futur proche, aller plus infinitif, infinitif du verbe à conjuguer. Je vous rappelle que c'est la règle de formation du futur proche et qui peut être traduit, qui pourrait être traduit par soit par un futur simple en roumain, soit par un futur populaire. O să. Tous les ans, ça veut dire chaque année. Le ciel agité de l'automne et les feuilles qui jaunissent. Je vous ai déjà dit, la feuille, un mot qui peut représenter, peut désigner une feuille de papier, et son deuxième sens serait feuille d'arbre, feuille des arbres, feuille des arbres. En roumain. Je vais vous dire ce que je vois. Qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Jaunir. Jaunir. Voilà un verbe du deuxième groupe qui provient bien sûr de l'adjectif jaune. Rendre jaune.
rendre jaune, qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Frissonner, le frisson serait la base de ce verbe. Frissonner, frissonner, un verbe du premier groupe. Ou trembler, bien sûr, un synonyme, trembler, a tremura en roumain. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est le jardin du Luxembourg, le jardin qui se trouve au milieu de Paris, de la ville de Paris, situé entre le Louvre et les Champs-Élysées, dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste. Quand? Alors que, c'est un synonyme de quand, il est un peu triste et plus beau que jamais. Jamais, niciodată en roumain, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches, une à une, una câte una, frunzele cad. Sur les blanches épaules des statues, une épaule, en français c'est du féminin, c'est umărul. Les blanches épaules des statues. Épaulettes en roumain, vous connaissez. On place ces distinctions militaires ici, sur les épaules. Donc, on continue. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre. C'est l'ombre de moi que j'étais il y a 25 ans. Voilà le texte. Le petit bonhomme, le petit homme, qui les mains dans ses poches. Les mains dans les poches. La poche. Alors, c'est Bouzunard. Et sa gibecière, la gibecière, ou le cartable, ou le sac, d'accord? Gibecière s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Nous reconnaissons ici le gérondif d'un verbe français, sautiller. Les oiseaux sautillent lorsqu'ils marchent sur la terre. Alors, a țopăi, on se tient comme un moineau. Le moineau, vrabie. Le moineau. Ma pensée, imaginația, gândul. La pensée seule voit, car ce petit bonhomme est une ombre. C'est l'ombre du moi, c'est mon ombre, c'est-à-dire que j'étais il y a 25 ans. De acum 25 de ani. Sau în urmă cu 25 de ani. Bon, continuons. Vraiment, il m'intéresse ce petit. Quand il existait, je ne me souciais guère de lui. Mais maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien. Il était bien étourdi, mais il ne l'était pas toujours. Et puis, il n'était pas méchant, et je dois lui rendre cette justice qu'il ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. C'est pourquoi je le regrette et mon esprit s'amuse à ranimer son souvenir. Bon, je vais coller ce fragment ici et on va l'analyser. Vraiment, c'est l'adverbe de manière qui dérive bien sûr du vrai, de cet adjectif vrai. Il m'intéresse ce petit,
quand il existait, je ne me souciais, le souci grija, je ne me souciais, se soucier, c'est-à-dire a se îngrijora, a purta de grijă, avoir des soucis concernant. Mais maintenant qu'il n'est plus, c'est-à-dire quand il n'est plus, quand il n'est plus, quand il n'est plus, je l'aime bien, je l'aime de tout mon cœur. Il était bien étourdi, étourdi, zapotchit en roumain, mais il ne l'était pas toujours. Il n'était pas toujours comme ça. On va voir la prochaine fois les valeurs de ce pronom neutre, le, qui apparaît dans ce texte. Il n'était pas toujours, mais il n'était pas méchant. Méchant, c'est l'antonyme de bon. Alors, rău. Et je dois lui rendre cette justice, rendre justice, faire, accomplir un acte de justice, să-i fac această dreptate. Qu'il ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. Nu mi-a lăsat nici măcar o amintire rea, cea mai mică. C'est pourquoi, voilà pourquoi, iată de ce, je le regrette. Et mon esprit, sufletul meu, s'amuse à ranimer, aduce la viață. Faire vivre, ranimer. Faire revivre, je dirais mieux. Son souvenir. Le souvenir, je vous rappelle le genre masculin de ce substantif. Puis, il y a 25 ans, à pareille époque, il traversait avant 8 heures ce beau jardin pour aller en classe. Il avait le cœur un peu serré. C'était la rentrée. Pourtant, il trottait ses livres sur son dos et sa toupie dans sa poche. L'idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de choses à dire et à entendre. Bon, je reprends le texte maintenant. À pareille époque, époque semblable, dans une époque semblable, il traversait într-o așa perioadă, într-o asemenea perioadă, il traversait avant 8 heures ce beau jardin pour aller en classe. Je vous ai déjà expliqué, le jardin du Luxembourg, c'est un parc, en fait. Il avait le cœur un peu serré, avait inima puțin serré la main. Je vous rappelle l'expression serré, a strânge. C'était la rentrée. Il avait un cœur serré, ça veut dire qu'il avait beaucoup d'émotions. C'était la rentrée. Pourtant, quand même, toutefois, il trottait à tropoi, ses livres sur son dos et sa toupie, la toupie, c'était un jouet à l'époque favori des enfants, la toupie qui tirait dans sa poche. L'idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur, apportait de la joie au cœur, de la joie, beaucoup lié. Il avait tant de choses, atât de multe lucruri, tant de choses à dire et à entendre, Et puis, c'est si bon de retrouver ses camarades. C'est ainsi qu'il traversait le Luxembourg dans l'air frais du matin. Tout ce qu'il voyait alors, je le vois maintenant, je le vois aujourd'hui. C'est le même ciel et la même terre, lui seul n'est plus. C'est pourquoi, à mesure que je vieillis, je m'intéresse de plus en plus à la rentrée des classes. Bon, le texte, voilà le texte. Et puis, c'est si bon de retrouver des camarades. C'est ainsi qu'il traversait le Luxembourg dans l'air frais du matin.
il y a des bine, c'est si bon, este și o melodie célèbre, c'est une chanson célèbre, de retrouver des camarades, les collègues de classe. C'est ainsi qu'il traversait. On a un présentatif ici qui introduit l'idée c'est justement de cette manière qu'il traversait le Luxembourg, dans l'air frais du matin, glacial, l'air froid du matin. Alors, tout ce qu'il voyait, je le vois aujourd'hui. Le même ciel, même. Similaire. Hein? Același. Le même ciel et la même terre, lui seul n'est plus. Doar el nu mai este. C'est pourquoi, voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que, pe măsură ce, à mesure que je vieillis, vieillir, devenir vieux, vieillir, c'est un verbe du deuxième, bien sûr. Je vieillis, tu vieillis, il vieillit, nous vieillissons, vous vieillissez, elles vieillissent. Je m'intéresse de plus en plus à la rentrée des classes. Din ce în ce mai mult sunt interesat de prima zi de școală. Bon, ça c'est notre texte. Maintenant, repassons au manuel scolaire pour votre devoir. On a ici des explications. Les mots et les expressions que je vous ai donnés sont repris ici. Pour la partie de grammaire, on va la faire la prochaine fois. Et voilà le questionnaire. Il y a des questions auxquelles je vous prie de répondre pour la fois prochaine. Pour ceux qui restent à la maison, ils vont me donner leurs réponses par le biais du campus virtuel. Vous y entrerez et vous y découvrirez l'espace du devoir dans le siège du français, dans l'espace dédié au français pour le lycée. Et puis, vous allez m'envoyer vos réponses. N'oubliez pas, il y a un petit bouton bleu. Voyons un peu les questions. Qu'est-ce que le Luxembourg? Le Luxembourg, c'est un jardin. Ouais. Qu'est-ce qu'on y voit les premiers jours d'octobre? Toute l'information est dans le texte. Comment ce jardin paraît-il à l'auteur à cette époque? Qui voit-il alors traverser le Luxembourg? Pourquoi l'auteur ne peut-il voir ce petit bonhomme que par la pensée? Parce que c'est son image. Oui, parce que c'est son image il y a 25 ans. Quels défauts et quelles qualités cet enfant avait-il? Est-ce qu'il y avait des défauts? À quelle heure traversait-il le Luxembourg pour aller en classe? Qu'est-ce qu'il portait sur son dos et quoi dans sa poche? Il portait un cartable, un joli cartable, une gibecière, utiliser le nouveau mot, et puis dans sa poche, la toupie. Il s'agit, voilà, de l'usage des nouveaux mots que vous avez découvert dans ce texte. Quelles idées différentes le livre et la toupie représentent-ils? Le livre, c'est l'étude, mais la toupie, vous allez me donner la réponse. Quel sentiment contradictoire partager alors le cœur de l'enfant? Alors, c'est le besoin, la nécessité de revoir ses camarades et le cœur serré à cause de quoi? Pourquoi avait-il le cœur un peu serré? C'est la question numéro 11. Qu'est-ce qui le réjouissait en même temps?
Qu'est-ce que chaque rentrée de classe réveille dans la pensée d'Anatole France? Dans notre pays, c'est-à-dire en Roumanie, quelle est la date de la rentrée des classes? Cette année, vous allez me répondre, la date a été le 14. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les rues de nos villes et de nos villages le matin de ce jour-là? Quels sentiments animent les enfants ce jour-là? Caractériser le style d'Anatole France. Je vous ai déjà donné des suggestions dans ma présentation. Je vous rappelle que vous aurez tous ces documents dans l'espace de la langue française, dans le campus virtuel. Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez, bien sûr, peut-être plusieurs mois ont passé depuis votre dernière connexion, probablement. Mais si vous avez par hasard oublié vos paramètres de connexion, je vous rappelle que l'adresse de mail, c'était le nom de l'usager. Et puis, vous aviez eu un mot de passe. Vous avez eu la possibilité de changer ce mot de passe. Si par hasard vous avez oublié ce mot de passe, il y a le petit formulaire I lost my password. J'ai perdu mon mot de passe. Alors vous allez le récupérer. Vous vous connectez et après la connexion, vous choisissez l'espace Limba Francese pentru liceu, le français pour le lycée. Et dans Learning Path, vous allez voir ou découvrir l'espace pour la 10e classe bilingue. Et là, vos documents, la présentation d'Anatole France et notre leçon pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention et à une nouvelle rencontre, à la prochaine. Au revoir sur Telescola Vasluian, la seule chaîne dédiée à l'éducation des élèves, la seule chaîne roumaine dédiée à l'éducation des élèves. Au revoir.